Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Disputandum, votre débat citoyen hebdomadaire. Ce mercredi, nous nous intéressons aux éoliennes. Sont-elles une énergie du futur ou un danger pour nos paysages? Autour de la table, pour en débattre avec moi, Bertrand Vincent, vice-président de Stop Éolien 17. Comme son nom l'indique, cette association s'oppose au développement éolien en Charente-Maritime. Vous fédérez 30 associations pour un total de 500 à 600 adhérents. À côté de vous, Laure Verhaeghe, cofondatrice de la société Landosphère, qui fait du financement participatif pour de l'éolien, entre autres. Raymond Gallet, vous êtes maire de Coulonges, dans la Vienne. 19 éoliennes sont implantées sur votre territoire, ainsi que sur celle de votre commune voisine Thollet. Et vous nous direz pourquoi vous défendez ce type d'énergie. En face de vous, Françoise Coutan, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et en charge de la transition énergétique. Et enfin, Vincent Vignon, représentant régional de France Énergie Éolienne, qui regroupe les industriels du secteur. Bonsoir à tous. Sentez-vous libre de débattre entre vous et merci d'être avec nous. Et puis, derniers invités, et non des moindres, c'est vous, derrière l'écran, avec votre tablette ou votre téléphone, votre ordinateur. Vous êtes les bienvenus pour participer à ce débat via nos pages Facebook de France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin ou France 3 Aquitaine, ou depuis Twitter avec le hashtag Noah. Alors ces grands mâts blancs et leurs pales font souffler des vents contraires sur nos territoires. Il y a les pour, les contre. Avant d'entendre les arguments des uns et des autres, cette image d'actualité très inhabituelle. Dans le Loiret, hier matin, une éolienne a été découverte en position horizontale, étalée de tout son long au sol. Pas de blessés, ni de casse des autres appareils. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. A priori, aucun épisode météo ne serait à l'origine de cette chute et pour l'instant, aucune hypothèse n'est avancée. Pour expliquer ce brutal effondrement, l'entreprise responsable a lancé une enquête pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un vice de fabrication. Alors autour de la table, qu'est-ce que ça vous inspire, Monsieur Vincent? Bonsoir, merci de commencer par cette image puisqu'on voit que ces machines sont dangereuses, puisqu'aucun périmètre de sécurité. Dans les éoliennes, on a jusqu'à 500-600 litres d'huile, aucun bac de rétention. Donc, alors qu'une entreprise qui va avoir un parking va avoir un bac de rétention. Alors, je vais juste rajouter une chose par rapport au point que vous avez dit au départ. En Charente-Maritime, on est plus de 30 associations avec 1000 adhérents. Et je regrette ce soir le débat qui est non démocratique, puisqu'on a affaire, en fin de compte, j'ai en face de moi 4 pro-éoliens. Alors, nous avons choisi de représenter les différents acteurs de la filière, non pas pour créer un déséquilibre entre les pour et les contre, mais pour qu'on puisse entendre différentes sortes de points de vue et on tâchera de rééquilibrer les choses, bien sûr. En temps de parole et en parole dans les reportages, je le précise aussi tout de suite. Mais ce n'est pas la représentation de ce qu'on peut vivre sur le territoire, puisque plus de 70% à 80% des projets sont aujourd'hui contestés. On l'évoquera aussi. À propos de ces accidents, c'est des choses qui arrivent, c'est du risque industriel. Après, comme vous l'avez évoqué, le bilan, il est qu'aucune victime, aucun blessé. Les déchets sont parfaitement maîtrisés, recyclables, revalorisables. Je pense que c'est une des filières énergétiques en France qui permet justement de s'assurer qu'on ne va pas mettre en danger de vie des vies immédiates ou des vies futures pour les générations à venir. Alors j'en profite quand même pour cette question un peu plus concrète. Quels sont les matériaux utilisés dans une éolienne? Alors, des matériaux, tout ce qu'il y a de plus classique. On va avoir la fondation qui est en béton, le mât qui va être généralement en acier ou en béton, des câbles en cuivre pour toute la génération d'électricité. Donc on est sur à peu près 90 à 95% en masse d'une éolienne qui est recyclable et dont les filières existent dès aujourd'hui pour les recycler. Alors pour ces questions de sécurité qu'on évoque, ces éoliennes, elles sont conçues pour résister à des vents à plus de 200 km/h, c'est bien ça? Même encore un peu plus. Ouais. Jusqu'à quelle vitesse est-ce qu'elles sont exploitées? Elles se coupent à peu près à 90 km/h en vent constant, ce qui veut dire qu'on va déjà être sur des événements assez forts où on va être sur des rafales à 120 km/h. Ce qui veut dire qu'une éolienne, en fait, elle tourne à peu près 85 à 90% du temps. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette performance. On peut rajouter qu'au niveau d'une éolienne, il y a des métaux rares. Et aujourd'hui, enfin demain surtout, ces métaux rares, on les extrait 95% en Chine. Et c'est les métaux rares qui vont devenir, comme le nom l'indique, rares. Il faut savoir qu'en Chine, ce sont des mines ouvertes qui sont exploitées où des gens ont de nombreux cancers. Donc, tous ces métaux rares, qui sont rares, aussi bien pour des batteries également de voitures que dans les éoliennes, on va avoir des difficultés dans les années à venir, puisque ça va devenir de plus en plus rare.
Le sujet pour les téléphones portables, on a la même chose, hein, parce qu'on parle de l'éolien. Vous dites pour l'accident, imaginez que l'on renferme les espaces d'éoliennes. Alors on dirait, qu'est-ce qu'on nous cache? Les éoliennes sont accessibles, on peut aller jusqu'au pied de l'éolienne, on peut aller marcher le long d'une voie ferrée, il y a des accidents aussi, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui passe à côté quand même. Ça reste un territoire agricole, ça peut être fréquenté par les agriculteurs quand même aussi. Aussi, mais on ne cultive pas autour de l'éolienne parce que l'espace est réservé quand même. Allez, on en vient au territoire qui nous concerne. Les parcs et les projets éoliens se multiplient, notamment dans l'Est Poitou-Charentes et notamment dans le sud de la Vienne, alors qu'il n'y a pas la moindre éolienne sur le territoire de l'ex-Aquitaine et encore assez peu en Limousin. Certains maires y sont très favorables, nous le verrons avec vous, Monsieur Gallet, car la présence des parcs éoliens génère de nombreuses recettes financières. Mais le plus souvent, les projets déclenchent l'irritation et l'opposition des riverains. Voyez le reportage de François Bombard, Antoine Morel et Jennifer Russell. Au cœur de la campagne poitevine, des panneaux jaunes ont fleuri un peu partout. À quelques mètres du prieuré de Ville-Salem, joyau de l'art roman, un avis d'enquête publique évoque la possible installation sur la commune voisine d'autres monuments, des éoliennes. Un projet qui divise les habitants. Quand il y a quelque chose qui se met en route, il y en a toujours qui sont pour, les autres sont contre. Ça a toujours existé. L'Iglé, aux confins de la Vienne, c'est un village de 319 habitants. Une bourgade, à 2 pas du Berry et du Limousin, d'ordinaire tranquille. De là à mettre éolienne, la tension monte à l'Iglé. On dirait qu'on est en guerre. Faut arrêter, hein. Ah, peut-être venir. Ici, le maire est favorable à l'implantation de 10 éoliennes. Une opération qui pourrait rapporter 50 000 € par an à la municipalité. Le principal, c'est que je crois en l'éolien. Le deuxième, en tant que maire, ça m'intéresserait d'avoir des recettes supplémentaires par un moyen quelconque. Comme dans nombre de villages concernés, une association s'est créée avec un objectif, lutter contre ce projet d'implantation. On a une campagne quand même qui est très préservée, un bocage qui est très dense, avec un maillage de haies, etc. Et c'est vrai qu'un projet de 10 éoliennes de 180 mètres de haut, ça va impacter gravement tout un paysage. Elles sont apparues il y a quelques années et sont en train de se multiplier. Aujourd'hui, l'essentiel des éoliennes existantes et des projets en cours se concentrent au nord de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement dans l'ex-Poitou-Charentes. C'est dans la Vienne que le développement est le plus important. Avec dans ce document de la Direction régionale de l'environnement la puissance du parc pour le département, le nombre de mégawatts à construire et celui à l'étude. Plus à l'ouest, ces éoliennes pourront développer 2 mégawatts chacune. Ce nouveau parc en comptera 9. C'est Cergy, le premier producteur public d'énergie verte dans la région, qui en est à l'origine. La société possède 47 éoliennes en ex-Poitou-Charentes. Pour elle, le sud de la Vienne fait partie des zones propices au développement du secteur. Il se présente un certain nombre de caractéristiques favorables, c'est-à-dire des habitations qui sont assez regroupées, donc qui laissent des espaces favorables au développement de l'éolien, un potentiel éolien qui est un peu plus important sur le sud du département ou sur le sud-ouest du département de la Vienne. Donc on est sur des zones plutôt favorables, et c'est ce qui explique qu'il y ait plus d'éoliennes aujourd'hui sur le sud du département que sur le nord du département de la Vienne. Jean-Michel Rousse, lui, n'a aucun projet sur sa commune. À Saint-Savin, pour l'heure, les éoliennes ne sont pas autorisées dans le plan local d'urbanisme. Et la présence de l'abbaye classée a aussi empêché la réalisation d'un parc sur la commune voisine. Il est important de préserver le label UNESCO. Je crois que c'est pour nous et pour le territoire du Mont-Morillonnais, entre autres, c'est important sur le plan touristique. Et puis autrement, par rapport à la région, je pense que justement, peut-être qu'on a protégé un peu plus les vignobles bordelais et toutes les villes côtières. Et on nous a peut-être pris un peu pour des gens dans le désert. Le sud de la Vienne attise toujours les convoitises malgré l'opposition de certains maires. À Adrier et Husson, où des éoliennes existent déjà, le groupe allemand Volkswind veut imposer ses nouveaux projets contre l'avis même des élus. Une pratique contraire à la charte de bonne conduite du secteur. Face à l'appétit des professionnels, les élus locaux avouent leur impuissance. Aujourd'hui, l'avis des municipalités ne compte pas, l'avis de la préfecture pas beaucoup non plus. Et donc le ministère s'est engagé dans une transition écologique essentiellement éolienne pour notre territoire. Et il y a une déréglementation, une dérégulation totale du marché. C'est les entreprises qui portent des projets qui sont dominantes sur le marché aujourd'hui.
Dans les campagnes, va se poursuivre une mutation énergétique dont l'origine remonte au schéma régional éolien de 2012. À l'époque, plus de 200 communes de la Vienne étaient identifiées comme des zones favorables. Alors qu'un vent de révolte commence à souffler, une certitude, plusieurs centaines d'éoliennes devraient apparaître dans le paysage poitevin ces prochaines années. Nous avons aperçu dans ce reportage la carte des implantations régionales. Nous allons la revoir plus précisément et la commenter ensemble. Rien, mais alors rien, aucune éolienne actuellement dans aucun des départements de l'ex-Aquitaine. Pourquoi, Madame Coutan ? Pourquoi ? Je ne suis pas développeur éolien. Certes, donc, vous êtes élu régional. Voilà, exactement. Et c'est même le cadre de mes missions que de m'occuper de cette transition énergétique. Et je souhaite quand même rappeler que la priorité pour la région, c'est de travailler à la maîtrise de l'énergie. Diminuer notablement nos consommations d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre. Et forcément, il y aura toujours des consommations d'énergie. Et cette énergie consommée, on la souhaite renouvelable. On souhaite sortir des énergies fossiles. Alors pourquoi a-t-on implanté des éoliennes plutôt dans le nord de la région ? Eh bien parce que peut-être que le terrain s'y prêtait, le potentiel en termes de vent. Maintenant, dire qu'il n'y a pas de vent en ex-Aquitaine, c'est faux. On sait très bien qu'il y a du vent en ex-Aquitaine. Il y a un certain nombre de contraintes qui se posent. Peut-être que les élus ont été plus réceptifs à cette question de l'éolien en ex-Poitou-Charentes, également un petit peu en ex-Limousin. Le sujet, il n'est pas... Enfin, j'entends 80% des projets sont contestés, mais 80% de tous les projets sont contestés aujourd'hui. Le problème, c'est que dès qu'un nouveau projet arrive, il y a de la contestation et qu'on entend tous ceux qui sont contre, mais on n'entend jamais ceux qui sont favorables. Donc moi, j'aimerais aussi que ceux qui sont favorables s'expriment. C'est votre cas, monsieur le maire, ce soir, et je suis ravie de voir des élus. Alors vous dites, il y a que des pros. Il y a plus de 400 éoliennes qui existent en Poitou-Charentes. Donc c'est bien quand même qu'il y a 426 d'ici la fin de l'année, 390 à la fois fin en 2017. Ex-Poitou-Charentes et en ex-Limousin. Oui, sur dans la majorité, bien sûr, en Poitou-Charentes. L'action de Ségolène Royal n'est pas étrangère à tout cela non plus. Je pense que l'ex-Poitou-Charentes en tout cas, Ségolène Royal voulait cette excellence environnementale dans l'ex-Poitou-Charentes et elle avait cette volonté de sortir des énergies fossiles et donc de développer autant l'éolien que le photovoltaïque ou même l'énergie tirée de la biomasse. Le sujet, là, c'est de prendre chaque territoire, de regarder les potentialités du territoire et de construire un projet de transition énergétique en lien avec les ressources de ce territoire. Alors, Monsieur Vignon, pourquoi pas d'éoliennes en ex-Aquitaine ? Il y a plusieurs raisons. Faut savoir qu'en France, pour développer un parc éolien, c'est-à-dire entre le premier contact pris par le porteur de projet sur le terrain avec les élus, les propriétaires, et la mise en service, on est en moyenne entre 8 et 10 ans. On doit aussi avoir en tête que l'évolution technologique sur les éoliennes est majeure. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on va prendre à peu près 30 mètres de dimension sur les éoliennes pour avoir des machines qui vont être plus productives, qui unitairement vont avoir une meilleure puissance et une meilleure production. En Aquitaine, on est sur un gisement de vent modéré. Il y a une caractéristique, là, notamment sur les départements de la Gironde et des Landes, c'est qu'on a le fameux plateau landais, la forêt, qui va avoir, on va dire, la taille de la canopée qui va être à peu près à 20 ou 30 mètres et qui va créer, alors c'est un terme un peu technique, de la rugosité, c'est-à-dire que le vent qui va s'écouler juste en haut de la surface des arbres va être légèrement freiné sur les basses couches. Ce qui fait que si on veut retrouver la même caractéristique de vent qu'on va avoir sur le nord du Poitou-Charentes et plus généralement, par exemple, dans la Beauce, quand on prend le TGV pour aller à Paris, on voit tous ces parcs éoliens. C'est des éoliennes qui vont avoir un mât qui va être à 100 ou 120 mètres de haut. Pour trouver le même vent en Aquitaine, on doit se mettre à 100-120 mètres de haut au-dessus de la forêt, c'est-à-dire avoir des mâts qui vont faire 140 ou 150 mètres. Et rassurez-nous, avec les évolutions technologiques, etc., il y a des projets qui vont émerger en Nouvelle-Aquitaine ? Il y a des projets. Les objectifs de l'ancien schéma régional éolien en Aquitaine, c'était 600 MW en 2020. Il y a à peu près 600 MW de projets. Il y a des difficultés. On va dire qu'aujourd'hui, la principale contrainte, c'est des contraintes d'aménagement du territoire, d'occupation d'espace ou plus particulièrement de partage de l'espace, notamment avec les militaires. On sait que c'est un poids
en termes d'emploi économique et d'occupation qui est très fort sur notre ancienne région, l'Aquitaine. Et on va dire que la Défense est en train de faire sa transition énergétique aussi, et surtout en train de partager l'espace aérien. Mais il y a encore des difficultés pour partager l'espace. Et c'est l'enjeu du 21e siècle que de rendre compatible sur des espaces mixtes l'usage pour l'énergie, pour la défense, pour la biodiversité, pour l'agriculture. On doit trouver ces solutions-là et c'est l'enjeu principal sur l'Aquitaine. Madame Vérag, je voulais vous interroger parce que vous avez une vision un peu plus large sur la France avec les projets que vous soutenez dans votre entreprise. Est-ce que vous observez ce type de déséquilibre ailleurs en France lié à des restrictions type militaire ou autre? L'Endosphère est une plateforme de financement participatif qui effectivement présente des projets éoliens, solaires, d'énergie renouvelable pour le financement par les particuliers. Est-ce qu'on a présenté des projets partout en France, quasiment 25 en Nouvelle-Aquitaine, pour plus de quasiment 3 millions d'euros qui ont été investis par plus de 1000 personnes pour ces projets. Et c'est là où je vous rejoins, on entend beaucoup les opposants, et le financement participatif, là, permet de mettre et des chiffres et un enthousiasme et un soutien, une appropriation des projets qui est très concret. Ce sont des personnes qui vont investir et qui vont bénéficier des retombées économiques de ces projets éoliens. Et donc, c'est plus de 25 projets en Nouvelle-Aquitaine. Alors après, sur la répartition fine, on a présenté des projets en développement en Gironde. On a aujourd'hui, c'est en solaire, un projet dans les Landes. Et on a présenté une dizaine de projets de Sèvres, Charente-Maritime, qui ont été financés en partie par des particuliers. Monsieur Vincent, vous voulez commenter? Oui, je viens d'intervenir parce que je viens d'entendre pas mal de choses. Effectivement, la technologie évolue au niveau de l'éolien. Il faut savoir que les machines aujourd'hui vont faire jusqu'à 240 mètres de haut. La législation n'a pas changé. On se retrouve toujours à 500 mètres des habitations. Donc là, on ne parle pas du citoyen. Et la législation n'a pas changé. Donc c'est pas normal. C'est-à-dire que des gens vont se retrouver à 500 mètres de chez eux avec une machine qui fait 240 mètres de haut. Donc ça, c'est inadmissible. Alors Madame Coutan, moi je vais vous poser la question sur le projet de l'estuaire. Sur le projet de l'estuaire, donc c'est un projet où actuellement EDF Énergie Nouvelle est en train de vouloir implanter plus de 40 éoliennes. D'accord ? La région Nouvelle-Aquitaine a voté une motion contre ce projet. Donc la Nouvelle-Aquitaine est contre ce projet. Non. Il y a une motion qui a été votée au sein de la région contre le projet des éoliennes sur l'estuaire. Oui. Vous en pensez quoi? Parce que vous avez voté, enfin vous êtes abstenu sur ce projet-là. Non. Vous êtes abstenu? Non. Sachant que sur ce projet de l'estuaire, que ça soit les chasseurs, que ça soit la LPO, que ça soit les citoyens, que ça soit les élus, tout le monde est contre ce projet. Donc quand on dit que... On va laisser Madame Coutan répondre. Vous m'interpellez sur ce qui s'est passé au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que les études, nous n'avons pas eu les résultats des études. Donc le vote que nous avons fait, c'est ne pas prendre part au vote justement par rapport à cette motion présentée par nos amis les chasseurs. Donc ces chasseurs qui veulent préserver la biodiversité au niveau de l'estuaire ont proposé cette motion qui a été votée par les Républicains et par le Rassemblement national. Soit les autres partis ont voté contre cette motion, soit ils n'ont pas pris part au vote. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine est contre ce projet. On peut simplement dire que le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine prend des précautions en se disant aujourd'hui, on n'a pas les résultats des études, on attend qu'il y ait des études avant de se prononcer, ce qui paraît tout à fait logique. On ne va pas pleurer avant d'avoir mal. On y reviendra plus tard, si vous permettez, parce qu'on a prévu la diffusion d'un reportage sur ce thème plutôt à la fin de l'émission. J'en profite tout de même pour vous lire un message Facebook. Il faudrait des éoliennes sans pales, disque plein, afin de ne pas tuer des oiseaux en vol. Il y a aussi cette notion environnement, les animaux. Ça, c'est alors effectivement, au niveau de l'environnement, c'est une catastrophe, les éoliennes, qu'on soit bien d'accord. Donc sur l'estuaire, si je reprends le cas de l'estuaire, Biosphère Environnement a fait une étude approfondie qui a été demandée par le département de la Charente-Maritime, où il met en évidence effectivement que les oiseaux migrateurs, on est sur un estuaire qui a une utilité au niveau européen, et ils ont démontré, les gens de Biosphère Environnement, que ce n'est pas une mortalité directe due à l'éolienne, parce que l'oiseau ne vient pas
contre les pales, en fin de compte, il évite. C'est comme si vous étiez sur une autoroute sans aire de repos. Donc il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se poser. Donc automatiquement, ça provoque des problèmes au niveau de l'environnement. Voilà. Mais vous le dites très bien, il évite. Et la première cause de mortalité des oiseaux, c'est certainement pas les éoliennes, c'est d'abord les pesticides. Deuxièmement, un certain nombre de grandes infrastructures qui existent dans nos villes. Et puis peut-être quelques autres, vous parliez des chats ou tout autre prédateur, mais c'est certainement pas les éoliennes. Reprenez l'étude de la LPO et de l'ADEME, qui est très bien, qui va dans ce sens-là en expliquant que les éoliennes sont certainement pas la première cause de mortalité des oiseaux. On en a bien d'autres avant. Monsieur Gallet, vous avez observé vos perturbations? Les voitures aussi qui sont une autre cause de mortalité. Et moi, j'ai des éoliennes à côté de chez moi. J'y vais régulièrement voir. Je ne vois jamais d'oiseaux au pied des éoliennes. Je vous ai dit tout à l'heure, toutes les éoliennes sont accessibles jusqu'au pied. Eh bien, je me promène, je ne vois jamais d'oiseaux par terre. Et j'y vais à n'importe quelle heure. Et une autre chose, il faut savoir aussi qu'une éolienne, c'est pas un mixeur non plus. Ça tourne entre 6 et 14 tours minutes. Je veux dire, c'est pas... Même les oiseaux arriveraient à passer à travers les pales. Vous parliez de la LPO, vous parliez de la LPO sur la biodiversité. Non, c'est important de parler de la LPO, parce que la LPO s'est positionnée effectivement sur ce projet de l'estuaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une société comme Valorem est en procès avec la LPO, qui demande à la LPO plus d'1 million d'euros. Donc ça voudrait dire que le promoteur Valorem, aujourd'hui, se met à dos des gens comme la LPO, qui est une association qui se bat régulièrement contre tous les projets qui peuvent être néfastes pour l'environnement. Ben, on a un promoteur Valorem, on a appris hier, qui effectivement, dans l'Aude, oui. Donc dans l'Aude, ce combat contre la LPO et a saisi le tribunal administratif pour réclamer 1 million d'euros à la LPO qui se bat régulièrement pour protéger nos territoires. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. On va poursuivre le débat si vous permettez. Moi j'ai une question d'un internaute qui demande à Monsieur le maire pourquoi vous êtes pour les éoliennes. Alors, les éoliennes, c'est quand même une histoire, il faut remonter un petit peu. 2008, moi, lorsque j'étais élu maire, on avait mis dans notre profession de foi, c'était les énergies renouvelables à cette époque, et on avait mis qu'on n'était pas contre le développement d'un projet éolien. Et puis le Conseil, eh bien, on a voté le SRE, après le schéma régional éolien. On a choisi une société pour faire une prospection sur notre territoire, et on le voulait d'un point de vue participer aussi à ces énergies vertes. Et puis, il n'est pas caché non plus que ça pouvait avoir un apport financier pour la commune. Parce qu'il faut savoir que depuis 2014, où on était en cours pour ce projet, les subventions, les aides, il y a eu la refonte des communautés de communes, et aujourd'hui, le parent pauvre, c'est les petites communes. Et les petites communes, pour survivre, souvent, eh bien, lorsqu'elles ont cette opportunité, le font. Mais il ne faut pas croire qu'on prend des éoliennes que pour l'argent, l'énergie verte, mais nous, on va un petit peu plus loin dans les projets, parce que moi, je suis entouré de conseils dynamiques et avec mes voisins. On y reviendra dans un second temps sur cet argent et l'utilisation. Je voudrais prendre la parole pour répondre à ces deux points-là, parce qu'il y a une attaque directe qui a été faite contre un opérateur Valorem. Le Valorem n'a pas attaqué la LPO. Valorem la LPO de l'Aude, qui est une délégation régionale de la LPO, qui est profondément anti-éolienne, contrairement à la LPO nationale, s'est associée à un pool d'associations et de riverains locaux qui attaquent systématiquement toutes les délibérations de la commune en question, et pas forcément que pour l'éolien, et qui traînent depuis à peu près une dizaine d'années ce projet devant les tribunaux. Et effectivement, il y a du recours abusif de leur part, et ils sont allés chercher la LPO de l'Aude, qui s'est associée très récemment à la démarche, et ils font partie du sujet du recours abusif. Mais c'est la LPO de l'Aude, et en aucun cas Valorem n'est contre la LPO de l'Aude. Au contraire, travaille avec la LPO nationale sur les enjeux de préservation de la biodiversité. On revient, si vous le permettez, aux mobilisations des élus, et il y en a un qui est mobilisé dans le sens inverse au vôtre. Le maire de Talmont-sur-Gironde, Stéphane Lotte, nous l'écoutons. D'un côté, nous avons le patrimoine, des architectures particulières qui sont visitées par de nombreux visiteurs chaque année, aussi un côté balnéaire qui est touristique. Aujourd'hui, on est dans un département qui a vocation à être touristique. Il faut garder cet espace naturel. Et j'espère que chacun va faire la même chose que moi, c'est-à-dire faire voter au sein de son conseil municipal, je suis peut-être le seul à avoir fait, et interdire un projet éolien sur ma commune, mais aussi à 15 km, dans un rayon de 15 km autour de ma commune. Monsieur Gallet,
C'est une bonne idée de prendre des arrêtés comme ça d'interdiction à des rayons de 15 km de toute éolienne. Moi, je crois que ça va un bon aider outil. plus les tribunaux à fonctionner, parce que ce que je regarde aussi là ces derniers temps, c'était ce qui a été rendu par le tribunal administratif, par les cours d'appel. Il y en a des récentes, et on voit que, eh bien, quand on va devant le tribunal, après tous ces arrêtés, toutes ces motions qui sont prises, sont souvent cassées en dernier recours. Mais nous, ce soir, j'étais en réunion juste avant de venir ici, justement pour prendre encore une motion pour protéger un territoire. C'était l'abbaye de Saint-Savin, on l'a vu tout à l'heure. Mais je crois que le mieux, ce serait qu'on se répartisse bien sur le territoire, qu'on s'occasionne. Qui a fait un petit peu l'erreur? C'est au début, l'État a refusé tous les projets. Les préfets ont refusé les projets. Qu'est-ce qu'on a fait? Les projets se sont cumulés et aujourd'hui, on les accepte tous. Et vous avez le cas d'Adrier que vous avez cité tout à l'heure, où ils ont des éoliennes et puis maintenant, ils veulent voir, ils attendent. Et je pense que si on avait autorisé les premiers dossiers, les premiers parcs éoliens, eh bien, nous, les premiers, on régulerait, mais aujourd'hui, on se trouve devant une avalanche de projets, quoi. Du coup, il y a un problème de régulation, comme vous dites, Eh bien, et de d'équilibre régulation, de mais comment décision. faire maintenant? C'est la course dans tous les sens. On revient aux ZDE, les zones de développement éolien. Le SRE, le schéma régional éolien, on l'a un petit peu oublié. Enfin, on court, on prend des motions et puis on fait un petit peu n'importe quoi et on passe beaucoup de temps. Et je crois qu'on va donner beaucoup de travail aux tribunaux. Exactement. Puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun contrôle sur ces projets éoliens, puisque, comme le disait Monsieur le maire, en finalité, ce sont les tribunaux qui décident, puisque ce ne sont plus les citoyens, ce ne sont plus les élus, parce qu'effectivement, l'élu, aujourd'hui, n'a plus la main. Ce sont plus le préfet, même s'il prend une décision défavorable ou favorable, il y a un recours. Donc aujourd'hui, ces projets éoliens sont décidés par les tribunaux. Donc on ne contrôle même plus ce qui se passe sur le territoire. C'est l'état de droit. Il suffit juste d'appliquer des règles. Il y a des règles qui sont en cours. Les projets éoliens respectent la réglementation. Les opposants à l'éolien, et vous l'avez dit avec vos fédérations nationales, vous avez un objectif pour gripper la machine de faire 100% de recours sur l'ensemble des projets éoliens. Les statistiques sont claires. Vous grippez la machine, vous êtes responsable du retard que la France a pris sur le développement de l'éolien, et les tribunaux sont là pour rétablir justement la réalité que à peu près 80% des projets qui sont attaqués dans un sens comme dans l'autre, au final, sont construits. C'est bien que intrinsèquement, les porteurs de projets sont responsables, appliquent les règles, Parmi les les exemples, réglementations. on essaie d'avancer un petit peu parmi les exemples des opposants. Non, monsieur, s'il vous plaît. On va passer des reportages, s'il vous plaît. Notre démocratie La question du patrimoine revient régulièrement dans les arguments des opposants. Exemple, à Saint-Pardoux en Limousin avec ce reportage de Franck Petit et Lucie Martin. Kef et son épouse sont installés dans ce gîte près du lac de Saint-Pardoux depuis 14 ans. Ils y reçoivent des touristes et organisent des stages d'anglais bucoliques. Autant dire qu'ils ne voient pas d'un bon œil la construction d'éoliennes juste en face de chez eux. Quand on voit au bord des autoroutes et tout ça, on le voit 10 secondes, et on passe devant et c'est fini. Mais là, ils ont l'intention de mettre un ici, un là, et c'est comme si on y va à la mer, qu'on ne voit pas la mer. Hein. Pour montrer l'impact des éoliennes, les opposants ont fabriqué des photomontages de ce type. L'association Altesse 87 compte déjà 150 adhérents. Les éoliennes seraient implantées sur Roussac, Saint-Pardoux et Saint-Symphorien-sur-Couze. Pour ces communes, la manne financière serait importante. Les revenus effectivement touchés par les communes sont environ 4 fois moindres que ce qu'annoncent les promoteurs éoliens. On est sur une région qui a besoin absolument du tourisme pour vivre, qui a, comme je disais, tout doucement en train de se reconstruire. Et c'est vraiment, pour quelques piécettes, se tirer une balle dans le pied sur le moyen et sur le long terme. Certains opposants sont allés jusqu'à gravement endommager ce mât de mesure de 90 mètres de haut en sectionnant des câbles. D'autres ont apposé des tags sur les routes, si bien que les élus pro-éoliennes sont à bout de nerfs et ont refusé de nous parler. Seul le maire de Razé a bien voulu nous rencontrer. Il est contre les éoliennes. Sur 10 jours, les éoliennes tournent et produisent de l'électricité pendant 2 jours. Et le reste du temps, c'est-à-dire 8 jours, on est amené à démarrer des centrales fuel et gaz en France, charbon en Allemagne, pour faire le petit complément. Le projet n'est qu'en phase d'étude et le vent de contestation déjà très fort. On va poursuivre ce débat donc, autour des nouveaux équilibres à trouver peut-être entre ces différentes contraintes, ceux qui sont soucieux de protéger les paysages pour des questions de patrimoine. Et vous avez un outil qui est en préparation, le schéma régional d'aménagement et de développement durable équilibre des territoires, qui prévoit donc un rééquilibrage
Un peu moins d'éoliennes en Poitou-Charentes en proportion. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires a un volet climat, air, énergie qui va remplacer les anciens schémas régionaux climat, air, énergie et donc les SRE qui découlaient de ces SRCAE. Donc le sujet là, c'est de traiter ça de manière co-construite et c'est ce que nous avons essayé de faire pour ce volet climat, air, énergie puisqu'on a réuni à maintes reprises les acteurs des territoires, que ce soit sous forme de séminaires thématiques ou de séminaires territoriaux, pour co-construire ce schéma. Et ce qui nous est dit systématiquement, et quand je me promène ou que je viens inaugurer ou manifester, ou lors de manifestations dans la Vienne, on me dit tout le temps, mais écoutez, on me sort la carte de la répartition des éoliennes en Nouvelle-Aquitaine et on me dit, mais attendez, nous, on a pris notre part à la transition énergétique. Prendre sa part, c'est aussi faire en fonction du potentiel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, ils ont l'impression de prendre leur part et ils l'ont prise. Maintenant, il faudrait peut-être descendre dans le sud. Donc, il y a des projets dans le sud de la région. Ce qu'on aimerait et ce qu'on va inscrire dans ce schéma, ce sont des puissances à installer à l'horizon 2020, 2030 et 2050 pour coller aussi à la loi et à la programmation pluriannuelle de l'énergie que nous attendons, mais aussi à la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc, on va essayer de construire ça de manière, consensuelle. Et c'est ce qu'on a fait en regardant, dans le cadre d'un mix énergétique, ce qui pouvait se faire dans notre région. Bon, il faut développer aussi des parcs éoliens dans le sud de cette région. C'est évident. Mais on met des éoliennes là où il y a du vent. Et ce que je veux dire, c'est ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il faut regarder l'ensemble des paramètres. Bon, monsieur parlait des paysages. Pour moi, c'est quelque chose de subjectif. Mais je le respecte. Je le respecte. On n'a encore pas parlé des paysages. Mais vous allez Il y a la gestion vous de alliez le l'UNESCO faire. aussi. Il y a aussi ce débat sur la compatibilité de l'éolien et de l'UNESCO, un certain nombre de décisions de justice rendues. Mais Vous avez le maire de Talmont qui, effectivement, est concerné puisque le phare de Cordouan est en train d'être à l'étude pour passer UNESCO. Et le projet de l'estuaire peut remettre en cause, en fin de compte, ce travail qui est en train d'être fait. Ouais, Si, dans le cahier des charges, il y a effectivement... Allez-y. Il y a une contrainte qui me semble intéressante, qui n'est pas une contrainte parce que c'est une plus-value pour la vie sur Terre, c'est la biodiversité. Donc, préservation de la biodiversité, je pense qu'il faut le faire. Et quand on construit des parcs éoliens, essayons de les construire pour que ça puisse être, correctement vivable sur ce territoire pour l'ensemble des espèces qui existent, ou qui vont exister. Mais après, il faut aussi se dire qu'il y a une urgence climatique. Personne n'en a parlé ce soir, mais on a quand même ce dernier rapport du GIEC qui est paru le 8 octobre. On a le rapport Acclimatera de la région Nouvelle-Aquitaine qui montre que l'urgence, elle est là, que nous avons 3 ans pour prendre des mesures importantes, ambitieuses. On n'a plus le temps d'attendre et notre région non plus n'a plus le temps d'attendre. On a des effets des dérèglements climatiques d'ores et déjà en Nouvelle-Aquitaine. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pose la question parce qu'on ne veut pas d'éolien ici, on ne veut pas de méthanisation là, on ne veut pas de ceci et pourtant on veut sortir des énergies fossiles. Alors, il faut m'expliquer comment le faire. consensus vient aussi de l'implication concrète des citoyens. Je pense au financement participatif. Exactement. Depuis 2014, une loi permet ce type de financement. On va regarder d'abord un petit reportage du côté de Fontperron avec Jérôme Villain et Cédric Cottaz. Faire fructifier ses économies grâce aux éoliennes installées près de chez soi, ce n'est pas du vent, c'est même ce que permettent des plateformes de financement participatif. C'est ici, sur la commune de Fontperron, qu'un parc de 4 éoliennes devrait prochainement voir le jour. L'étude préalable coûte 200 000 €, mais plutôt que de s'adresser uniquement à des banques, le constructeur d'éoliennes a fait appel au service d'Amaury Blais, président d'une de ces plateformes de financement participatif, pour lever des fonds chez les personnes concernées, les riverains. Et ça entre dans le cadre de la loi sur la transition énergétique qui invite les développeurs éoliens à financer, à solliciter les riverains pour financer leur projet. Et c'est également dans la philosophie d'un projet de territoire qui a besoin d'être construit par la population. Et donc on sollicite la population qui peut bénéficier des retombées économiques de ces projets en prêtant pour la construction de ce projet. L'opération a débuté ce mardi. En 6 heures, 220 prêteurs habitant les Deux-Sèvres avaient déjà permis d'atteindre le plafond initial de 100 000 €. Face à un tel succès, il a été décidé d'augmenter le plafond de 50 000 € pour le plus grand bonheur du maire de la commune. Car ce système de financement participatif possède un autre avantage très important pour lui. Ce type de financement participatif, à mon avis, quand il est initié
dès la phase étude du projet, permet de recueillir l'adhésion des habitants locaux. C'est ce que j'ai vu à travers la presse dans la Vienne. Donc moins d'opposition. Moins d'opposition, plus d'intérêt pour le projet. Les prêteurs toucheront 5% de leur mise au bout de 2 ans, un système qui a le vent en poupe, si bien qu'un nouveau financement participatif pourrait de nouveau être mis sur pied pour financer cette fois une partie des éoliennes. Alors Vérac, vous avez cofondé il y a 4 ans cette entreprise à la faveur de cette loi, donc Landosphère, votre entreprise. Alors comment convaincre les habitants? Quels arguments vous proposez? On ne cherche pas à convaincre. Souvent, on répond à une attente du territoire qui voit d'un œil favorable ou neutre l'arrivée d'éoliennes et qui souhaite, et c'est tout à fait légitime, avoir des retombées de ce projet. Alors, il y a les retombées fiscales pour la collectivité, il peut y avoir des retombées directes grâce au financement participatif pour les citoyens. Et donc, nous arrivons en accompagnant ces projets qui sont dans leur très grande majorité, bien construits sur les territoires grâce au travail du développeur avec la collectivité et les citoyens. Et nous leur proposons une opportunité de s'approprier, de s'impliquer dans le projet grâce au financement participatif. Et donc la possibilité de placer une partie de son épargne à partir de 50 € sur la plateforme dans un cadre réglementaire très bien encadré et construit en France grâce à cette loi de 2014. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 30 millions d'euros via Landosphère qui ont été fléchés directement par des épargnants sur des projets éoliens et solaires en France. C'est un outil de pacification, du débat aussi. C'est un outil d'épargne, c'est un outil de dialogue, c'est un outil d'information, de pédagogie sur les projets et d'ouverture, de transparence. Je souhaite intervenir parce qu'on est là sur un sujet où on est sur une bulle financière. Vous allez sur le site de Landosphère, vous allez sur les mentions légales, il est écrit « risque de perte totale ou partielle du capital investi ». Alors monsieur... Donc il ne faut pas... Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc il ne faut pas oublier et aller voir juste sur le site internet de Landosphère, voir ce qui est écrit. Et quand vous avez en face de vous un promoteur comme Valorem qui, sur ses résultats de 2017, un chiffre d'affaires de moins de 70% et un résultat net de moins 132%. Donc vous avez un promoteur qui a quand même a priori des difficultés financières. Vous avez des citoyens qui vont aller mettre de l'argent où il y a un risque de perte totale ou partielle du capital investi. On est sur une bulle financière. Et on ne parle pas effectivement du sujet des gaz à effet de serre. Parce que c'est ce sujet-là sur lequel il faut qu'on revienne. Parce que là, on parle uniquement du côté financier. Donc les éoliennes, en fin de compte, c'est quoi? C'est des dollars qui tournent, c'est tout? Non, il faut parler des gaz à effet de serre et faire en sorte de les diminuer. Parce que la transition énergétique, c'est cela. Que j'ai dit au départ. D'accord? Et on ne peut pas le faire avec des machines qui sont intermittentes. Puisque ces machines, en Nouvelle-Aquitaine... Avec du stockage. C'est 17%. Elles fonctionnent, elles vont produire que 17% du temps. Vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres? 17%. Non, pas du tout. Si je peux juste rebondir sur la partie 17%, ce sont les chiffres. 17%, ce sont les chiffres de RTE, bilan électrique de 2017, 17,4 précisément. Donc ce sont des vrais chiffres. 17%. Oui, c'est des vrais chiffres, mais il faudra encore savoir. Donc c'est le taux de charge. C'est le taux de charge. Donc ces machines ne fonctionnent que 17,4% du temps. Je suis désolé, je suis obligé de prendre la parole parce que vous ne savez pas ce que veulent dire les chiffres. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous utilisez des chiffres et c'est très facile de dire n'importe quoi avec des chiffres et ça, je dois reconnaître que vous le faites très bien. 17% de fonctionnement, ça ne veut pas dire que l'éolienne tourne 17% du temps. Non, ça veut dire qu'elle tourne 85 à 90% du temps, mais qu'elle ne fonctionne pas à pleine puissance et c'est le lot de toutes les énergies intermittentes, notamment le solaire. Prenez le facteur 17,4%. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Vous pouvez me répondre? Est-ce qu'elles vont produire que 17,4%? Si je veux bien, j'aimerais vous expliquer simplement pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Ok, voilà. On part sur un cours. Facteur de charge. Le facteur de charge, c'est on prend la puissance unitaire d'une éolienne, 2 MW par exemple, et on va regarder ce qu'elle va produire pendant les 8760 heures de l'année. Et on fait on considère cette production d'électricité en kilowattheures et on fait cette association pour voir si elle était binaire, l'éolienne. C'est-à-dire s'il était on-off, si elle avait produit à pleine... pour les spectateurs ce que vous dites là. Je suis désolé. Donc c'est sûr que si vous m'interrompez,
Ça veut dire qu'elle tourne 90%, mais pas à pleine puissance. Effectivement. Voilà. Comme on va tous les passer installations. à d'autres Je suis chiffres. désolé, il y a un autre chiffre, parce que là, il y a une attaque en règle sur, encore une fois, le fait que monsieur utilise des chiffres, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Un opérateur comme Valorem, qui est le premier opérateur de Nouvelle-Aquitaine, qui est le 4e opérateur français et le premier indépendant, puisque lui, il n'est pas associé à un grand groupe industriel. Il a des capitaux britanniques de 30% qui ont été récupérés. C'est insupportable. Je ne sais pas si vous régulez la parole des uns et des autres. Mais vous allez vous taire tous un peu. Valorem n'a aucune difficulté. 30% de capitaux britanniques, on est bien d'accord. Valorem n'a aucune difficulté. Non mais répondez à ma question, vous avez bien 30% de capitaux moi, britanniques. je suis France Énergie Éolienne, je suis désolé, je ne suis pas Valorem, mais par contre, je sais que vous faites une attaque en règle sur la société Valorem, il n'y a aucune difficulté sur cet opérateur-là. Il a fait une levée de fonds, il a refinancé intégralement son parc éolien, il n'y a pas de difficulté. On va parler d'autres chiffres, et ce, parce que c'est exact, les éoliennes rapportent de l'argent. Alors, Monsieur Gallet, concrètement, combien vous rapportent vos éoliennes ? Eh bien, pour toutes les collectivités, c'est 640 000 € tous les ans. Que ce soit la communauté de communes, le département et la région. Pour la commune, ma commune, moi, ça serait 30 et quelques mille euros tous les ans. Sauf qu'on a négocié avec les éoliennes 25 000 € par éolienne qui seraient implantées une fois, mais pour faire des actions sur les économies d'énergie. Alors, quelles actions ? Eh bien, alors, on peut faire, par exemple, un schéma avec des caméras thermiques pour voir si l'isolation est mauvaise dans les maisons. Voilà, pour aider les gens à isoler leurs maisons, à changer leurs ouvertures. Il était prévu. Alors, nous, on avait prévu de travailler avec un comité de pilotage. Et je vais rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure. S'il y avait eu une négociation, si on avait pu s'entendre avec ceux qui sont contre, on aurait construit un projet. Et on a fait un comité de suivi justement pour mettre ces actions, parce qu'il n'y a rien de prédéfini. Il faut le faire en concertation, tous ensemble, et pour que tous les administrés aient des retombées. Eh bien, ça a été des foires d'empoigne. On n'a jamais pu discuter parce que c'était non aux éoliennes sans discuter. Et tout le problème vient depuis le début de ce refus. On aurait négocié, je suis sûr qu'on aurait fait des belles choses parce qu'il y a des gens intelligents des deux côtés, il y avait des choses à construire. Et aussi, je dirais que les éoliennes, quand on les a mis, nous, moi j'avais retenu un mot d'une préfète, c'était Christiane Barré, je crois, préfète de la Vienne et de la région, et qui avait dit c'est un moyen de transition en attendant. Et une chose qu'on n'a pas dit, c'est que les éoliennes, je pense qu'on va trouver quelque chose après. Dans le temps, c'est 25 ans. Je veux dire, par rapport à l'histoire, c'est pas énorme. Moi, j'ai une foire chez moi qui date de 1484. Alors, on voit qu'il y a plusieurs reculs, mais quand on voit 25 ans dans l'histoire pour trouver d'autres solutions après, eh bien, moi, je dis, faut pas louper le train. Fallait le prendre. Et puis, on sait qu'on va démolir, on va rendre des paysages à l'identique. On détruit. C'est pas une autoroute, c'est pas une ligne LGV, c'est pas un barrage. Je veux dire, il y a des choses. Et nous, on a mis tous ces arguments, parce que c'est pas le maire qui décide dans la commune, c'est son conseil. Et dans mon conseil, j'ai des gens retraités, j'ai des gens actifs, j'ai des hommes, des femmes, j'ai tout le monde. Eh bien, on s'est retrouvé auprès d'un consensus autour de ces valeurs pour accepter ce projet. Sur la concertation, donc moi je prends mon cas précis, donc c'est un village qui s'appelle Varzé, qui est entre Saintes et Royan. Projet démarré en 2014. Les citoyens apprennent le projet fin d'été 2017. Donc ça veut dire que les élus connaissaient le projet, en ont jamais parlé. Donc on connaît le projet que fin 2017. On a une délibération de notre conseil municipal qui délibère défavorablement au projet. Et bien malgré tout, le projet, il continue quand même. Donc c'est-à-dire que pendant 3 ans, on ne nous a rien dit. Et tout d'un coup, on nous annonce le projet. Donc il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas de concertation. Et nous, on demande justement, on revendique justement au maire de la commune de réunir le promoteur, les élus, les propriétaires pour essayer de discuter. Parce qu'effectivement, dans le mix énergétique, il y a des solutions. Aujourd'hui, hier, il y a en ce moment à Lancan, à La Rochelle, tout ce qui est biogaz, bioéthanol, méthanisation, nous, on proposerait bien aux propriétaires de s'associer pour faire effectivement de la méthanisation. Il y a des projets en ex-Poitou-Charentes qui fonctionnent très bien. Donc, j'en profite pour vous glisser ces quelques chiffres. C'est-à-dire que cette production-là, on l'aura constamment quand on veut allumer la lumière. L'éolienne, c'est pas le cas. Allez, on va faire le point sur le poids des énergies en France, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le nucléaire reste majoritaire, largement. Vient ensuite l'eau de nos barrages avec l'hydraulique, puis la combustion d'énergie fossile, gaz ou charbon. L'éolien se place 4e autour de 5% à peu près. Et on va évoquer ce projet régional qui fait polémique, celui envisagé dans l'estuaire de la Gironde, dont Dominique Bussereau a déjà dit tout le mal qu'il pensait. Reportage Éric Vallet et Marc Millet. Ce matin-là, nous avons rendez-vous avec Sébastien Lys, pêcheur à Mortagne-sur-Gironde. Sa vie s'égrène au rythme des saisons, l'été le maigre, l'hiver la pibale, et puis la chasse, sa passion. Nous mettons le cap sur l'estuaire de la Gironde, un milieu naturel et sauvage qu'il aime par-dessus tout. L'estuaire, c'est pas que l'eau,
c'est aussi les marais, les petits bois de marais, les bois de frêne et tout ça, les coteaux. Ça fait vraiment partie de moi, c'est ma vie. Et voilà. Et le parc éolien, pour moi, c'est une agression. C'est comme si on mettait un coup de couteau ou un coup de poing. C'est exactement la même chose. Ici, c'est le projet qui fâche. 30 à 40 éoliennes de 180 mètres de haut sur la rive du fleuve, à cheval sur les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde. EDF Énergie Nouvelle porte le dossier. Pour nous en parler, l'entreprise nous donne rendez-vous à l'autre bout du parc, dans un cadre moins bucolique, au pied de la centrale nucléaire du Blayais. Hormis cet espace hyper industrialisé, le milieu est vierge de construction. Alors pourquoi choisir l'estuaire ? Parce qu'il y a du vent. Il y a du vent, on est sur la frange littorale, donc c'est le secteur le plus vanté de la région. Il y a beaucoup d'espace disponible avec peu d'urbanisation, donc on peut se tenir très éloigné des habitations. Et il y a un débouché électrique, vous le voyez derrière moi, relativement conséquent pour évacuer cette énergie sur l'ensemble des réseaux pour l'ensemble des utilisateurs dans la région. Mais les oppositions s'affichent. Le président du département de Charente-Maritime, Dominique Bussereau, est contre le parc. Plusieurs conseils municipaux rejettent le projet. Pour les défenseurs du Marais, la nuisance ne sera pas seulement verticale. Un parc éolien a aussi un impact sur le territoire, notamment en matière de travaux. On va être obligé de faire des ponts sur des fossés et ainsi de suite, goudronner des routes qui ne l'ont jamais été, simplement pour emmener les machines en place pour les travaux. Et non mais c'est un truc de fou, quoi. Faudra passer les câbles bien quelque part aussi. Dernier volet du dossier, les oiseaux. Pour une fois, la LPO, les chasseurs sont d'accord. L'estuaire est un sanctuaire pour les migrateurs. Il ne faut donc pas y toucher. EDF promet une vaste consultation des habitants et jure que les sites choisis sur les 120 km² du projet seront les meilleurs possibles. C'est très rare d'avoir une zone d'étude aussi large, donc on pourra vraiment pouvoir se placer dans l'évitement des enjeux principaux, donc les enjeux principaux essentiellement environnementaux, d'usage, je pense notamment à la chasse à la tonne très présente ici, et également en termes paysagers. Ce jour-là, l'estuaire était calme et serein, mais le débat à venir s'annonce pour le moins houleux. Un mot de commentaire à propos de ce projet ? Madame Coutan. On en a déjà parlé tout à l'heure de ce projet. Quant à Dominique Bussereau, qui a créé son observatoire par rapport à l'éolien, moi je veux bien que tous les élus créent tout ce qu'ils veulent, mais il y a des lois en France. Il y a des lois, il y a des documents de planification qu'on construit. Et puis il me semble que ce qui est important, alors je voulais rebondir sur ce que disait Madame par rapport au financement participatif, parce qu'on a créé au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine un appel à projets participatifs et citoyens, ce qui veut dire qu'on est à la fois sur le financement participatif, mais aussi sur le projet, la construction du projet citoyen. Je crois que c'est ça aussi qui va permettre de sortir un peu de ces débats où chacun, où beaucoup annoncent des choses qu'on n'a pas le temps de contrer, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même dans vos propos contre l'éolien. Moi, je ne dis pas qu'il faut être favorable ou contre, mais il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. On entend un paquet d'inepties par rapport à ça. Qu'on veuille préserver la biodiversité et qu'on veuille placer les éoliennes dans des endroits stratégiques, ça ne me dérange pas. Parce que là, il y a une vraie raison. Parce que pour Dominique Bussereau, par exemple, c'est le danger de mort pour la Charente-Maritime en termes de tourisme. Des projets tels que ceux-là. Mais oui, mais c'est très subjectif. C'est très subjectif. Vous pensez que ces pylônes électriques qu'on a au fil de nos campagnes, c'est très harmonieux. Vous ne les supprimerez pas, les pylônes électriques. Mais non, mais justement, c'est très subjectif, cette question du beau ou du pas beau. Moi, je trouve ça très beau, l'éolienne. Vous avez une étude qui vous dit que... J'accepte que vous ne le trouviez pas beau, mais c'est très subjectif. En revanche, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que les citoyens construisent le projet de leur territoire. Et c'est pour cette raison qu'on a mis en place cet appel à projets participatifs et citoyens pour accompagner le développement des projets après et accompagner aussi le financement. À chaque fois que les citoyens mettent 1 euro, on met 1 euro. Et on a développé comme ça justement dans l'Expoitou-Charentes le parc éolien de Champchagneau et quelques autres. Et on compte bien continuer là-dessus parce que je crois que si le territoire s'empare de ces projets, de son mix énergétique, de son projet de transition énergétique, on y arrivera. Et c'est aussi le sens d'un autre travail que nous avons mené avec l'Adréal, d'appropriation des projets d'énergie renouvelable, parce que l'éolien n'est pas le seul projet qui pose des difficultés à certains citoyens de cette région. Comme toute nouvelle infrastructure, en général, entraîne un lever de bouclier. Bon, et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut essayer de faire un espèce de ratio entre les avantages, les inconvénients, et regarder la priorité pour notre terre, c'est de préserver la vie.
la vie sur Terre, des êtres humains et de la biodiversité qui l'entoure. Et donc Monsieur de gérer Mignon, cette problématique climatique. Pour revenir au projet Pictou-Charentais et Nouvelle-Aquitaine, il y a l'éolien en mer. Ouais, il y a des tout à fait, choses ouais. en cours en ce moment. Alors il y a une zone qui est identifiée depuis très longtemps au large d'Oléron. Et on attend justement les appels d'offres ministériels qu'on arrive à sortir. Ce sera une contribution importante pour l'atteinte des objectifs régionaux, ce projet éolien offshore, mais c'est pas lui qui va le traîner. C'est pas lui qui va faire qu'on va engager cette transition. Et je vais juste revenir un petit peu sur le projet dans l'estuaire. Il est intéressant celui-là parce qu'il est vraiment quasiment de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire que on va, par exemple, sur un site UNESCO, la citadelle de Plaille, puisque le verrou Vauban, qui ferme l'estuaire, est un site classé UNESCO. On se met sur la citadelle de Blaye et on regarde l'estuaire. Qu'est-ce qu'on voit ? À droite, on voit une centrale nucléaire avec des lits de gaz 100 000. En face, on voit les cuves de fioul à Pauillac. Et on va venir nous dire que ce paysage ne peut pas supporter l'énergie éolienne. Elle ne pourrait pas supporter le marqueur du XXe siècle, du XXIe siècle. Exactement. Et en fait, c'est intéressant. C'est complètement ça. Non, je suis en train de parler. Je suis en train de parler, Monsieur Vincent. Monsieur Vincent, non, je vous laisserai pas parler. C'est pas grave. C'est un enjeu important. C'est-à-dire que c'est le procès du XXIe siècle par le XXe siècle. On oppose les énergies passées du XXe siècle, les énergies fossiles et fissiles, aux renouvelables. Et l'éolien, c'est un marqueur de responsabilité pour les générations futures, et c'est le marqueur que notre génération, ma génération, parce que c'est pas forcément la même que la vôtre, mais c'est le marqueur que moi, j'ai pas envie de laisser une planète telle que vous êtes en train de nous la laisser. Allez, autre énergie du futur, l'hydrolien, c'est la version sous-marine de l'éolien. Nous écoutons à ce propos Stéphane Lotte, le maire de Talmont. Nous avons derrière nous l'estuaire de la Gironde, qui est un des plus larges d'Europe. Ce territoire n'est pas fait pour l'éolien. D'autres territoires en France le sont, c'est certain. Mais celui-ci, non. On a d'autres possibilités, d'autres projets. Alors évidemment, qu'on ne se trompe pas, l'hydrolien est aussi une forme d'éolienne sous-marine, bien sûr. Mais c'est un projet ambitieux, c'est un projet que je défends depuis plus de 6 ans. Et je pense que si on veut que demain, ce territoire sera associé à d'autres collectivités pour un parc national régional, il faut absolument partir dans cette ligne-là. Monsieur Vincent, l'hydrolien, ça vous semble plus acceptable ? Alors, il y a des projets qui sont menés par la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, je ne sais plus si c'est sur Bordeaux ou si c'est sur le port de... C'est à Bordeaux, je crois. J'en parlerai après. D'accord, donc effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine fait la promotion ou aide, en fin de compte, accompagne effectivement ce genre de projet. Je vais revenir sur le tourisme et qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a une étude qui nous dit que si ces éoliennes sont visibles depuis votre lieu d'hébergement, à 2 km, 97% des gens changent de destination de logement. Et 61% changent de destination de l'activité s'ils sont dans un rayon de 0 à 2 km. Donc on a des études sur le tourisme. Donc Dominique Bussereau a tout à fait raison en disant qu'il y a un risque effectivement au niveau du tourisme, qui est la première économie de la Charente-Maritime. Qui produit ces études ? Vous sortez des chiffres comme ça, ils n'ont pas de source, on ne sait pas d'où ça arrive. Moi, des chiffres comme ça, je peux vous en donner aussi. On fait des sondages en porte-à-porte. On sait très bien, quand on interroge les touristes, et notamment ceux qui viennent d'Europe du Nord, ils trouvent même quasiment ça anormal d'arriver sur un lieu de villégiature où on n'a pas cette responsabilité d'avoir des parcs éoliens et des énergies renouvelables qui alimentent leur lieu de villégiature. Et je vais reprendre un autre chiffre, parce qu'en début d'émission, vous avez dit qu'on ne respectait pas la démocratie avec un opposant face à 4 personnalités qui sont a priori favorables à l'éolien. Et en fait, si on la respecte, la démocratie, chaque année, depuis à peu près une dizaine d'années, on fait des sondages d'opinion sur l'acceptabilité de l'éolien. On a sorti France Énergie Éolienne, le dernier sondage réalisé par Harris Interactive, qui montre quoi ? Que partout en France, 8 personnes sur 10 sont favorables. Donc 80%, c'est exactement la représentation qu'on a sur ce plateau-là. Et c'est encore en plus intéressant, puisqu'on fait le détail. On pourrait dire, mais c'est facile, c'est les urbains qui vont dire oui à l'éolien, parce que de toute façon, ils ne l'ont pas devant chez eux. Et là, vos sources sont sûres. Harris Interactive avec des méthodes qui sont... Ah bah tout à fait, elles sont citées. Et quand on fait ce détail-là et qu'on distingue l'urbain et le rural, c'est encore plus tranché dans le rural. Les gens sont encore plus favorables à l'éolien. Exactement. Vous avez des éoliennes proches de chez vous ? Est-ce que
ça, c'est une question qui Ouais, c'est mérite important d'être pour moi, répondue. parce que moi j'ai un projet où j'en ai une qui va être à 550 mètres. Eh ben, c'est Donc bien. est-ce que vous avez des éoliennes proches de chez vous? Non, j'ai une voie ferrée, j'ai une LGV. Et non. Eh ben moi j'ai la voie ferrée, j'ai à 2 fois 2 voies qui fait Mais je Saint-Croyant. vois même pas en quoi cette question personnelle rentre dans le débat. Alors, Vérac, ça gêne pas le tourisme. Mais est-ce que vous allez être concerné par ça? Sur le financement, vous observez ça? Oui, on interroge régulièrement les prêteurs pour connaître leur motivation. Et la première, c'est la proximité géographique avec le projet. Les gens sont fiers d'investir dans les projets à côté de chez eux. Il y a une transparence, il y a un circuit court, il y a une nouvelle économie qui se crée autour de ces projets. Les gens sont fiers et heureux d'y participer. Alors effectivement, il y a des opposants. Effectivement, il y a des gens qui sont contre. Nous, sur chaque opération, on a 50, 100, 1000 personnes qui investissent et qui accompagnent financièrement ces projets. Ce qui est tout sauf anodin. C'est des gens qui placent une partie de leur épargne. Et donc, c'est là où je voudrais qu'on remette les choses dans le contexte. On a une transition énergétique à faire. On peut la faire avec les citoyens. On peut la faire dans des débats apaisés, harmonieux sur les territoires. Et il y a des outils pour ça. Et donc, quand on va avoir 80% des projets qui passent sur les tribunaux, mais c'est fatigant. C'est des sous, c'est les avocats qui se gavent sur ces projets, alors que ça devrait être des retombées économiques pour les territoires. Et donc, arrêtons d'attaquer les projets, accompagnons-les, faisons-les de la façon la plus harmonieuse possible et faisons cette transition énergétique. Ensemble. Avec la concertation. Ce soir, on n'aura parlé que d'argent autour de l'éolien. Vous aurez parlé que d'argent. Excusez-moi, l'argent. Non. On a aussi évoqué des questions d'environnement. J'aurais bien aimé qu'on parle justement. Vous aurez aussi exactement. Ça aurait été bien de pouvoir évoquer les gaz à effet de serre, parce que c'est quand même l'objectif. On n'a pas parlé plus que ça. On a parlé énormément d'argent. Pas moi. Je n'ai pas parlé d'argent. Vous parlez d'argent et vous dites beaucoup de bêtises. bêtises. Alors en quoi les éoliennes contribuent au gaz à effet de serre? Alors aujourd'hui, une éolienne qui ne tourne pas ou qui tourne peu, faut compenser, faut aller chercher l'électricité ailleurs. Alors déjà, on est sur un territoire qui, la Nouvelle-Aquitaine, qui produit peu de gaz à effet de serre en fin de compte, puisqu'on est à 80% avec du nucléaire. Sur la production d'électricité. Je parle de la partie électricité. Ah oui. Parce que c'est l'énergie qui. Plus large. Non, je parle pas du transport, je parle pas des bâtiments. Pourtant, c'est ça l'enjeu, le report du transport sur l'électrique. C'est ça l'enjeu. L'énergie, c'est 10% uniquement. Le reste, c'est effectivement, c'est les transports, c'est les bâtiments et c'est les industries. Qui vont faire leur transition vers l'énergie, vers l'électrique. Tout à fait, on est d'accord. Mais là, on est sur l'éolien. Là, on est sur l'éolien, on est sur la production éolienne. Non, mais sur les gaz à effet de serre, reprenez vos chiffres de RTE. Oui, tout à fait. Reprenez les chiffres de RTE. Depuis qu'on développe des centrales éoliennes et photovoltaïques en France, on n'a pas construit de nouvelles centrales. Et au contraire, on est en train de les fermer parce que le renouvelable, malgré son intermittence, va aller fermer les centrales thermiques. C'est ça la réalité. On repousse les fermetures des centrales. En Écosse, je crois. Bien sûr. Il y a une société qui vient de fermer toutes les centrales à charbon et ils sont arrivés presque 100% éoliens. Ils sont passés devant la méthanisation et devant. Il faut regarder ce qui se passe aussi. Aujourd'hui, avec l'orientation du gouvernement, on va de toute façon vers plus d'éoliennes. C'est un mouvement inéluctable. On va vers plus d'énergie renouvelable et vers la construction d'un mix énergétique avec de l'éolien, du solaire, de la biomasse, de l'hydraulique. On parlait d'hydrolien précédemment. C'est un potentiel, certainement pas dans notre région, très peu. Nous, on accompagne les entreprises plus pour expérimenter. Il y a des hydroliennes actuellement dans l'estuaire de la Gironde. Effectivement, il y a 2 expérimentations, dont une entreprise... Il y a des projets aussi avec la houle que vous Oui, que vous alors portez. cet hydrolien, l'objectif, c'est d'aller à l'export parce qu'on est aussi pour faire fonctionner, on est aussi là pour faire fonctionner les entreprises et rechercher des marchés au niveau international. Il y a un projet de houlomoteur au Pays Basque. Oui, il y a un certain nombre de projets dans cette région pour essayer de sortir des énergies fossiles. Ce n'est pas juste des mots. Mais je l'ai dit au début, je le répète encore, la priorité, c'est bien de diminuer nos consommations. Parce qu'il faut aussi que le citoyen, il voit les bénéfices de tout ce qu'il peut mettre en route, je dirais, avec tous ces projets d'énergie renouvelable, qu'il voit qu'on arrive à fermer toutes les centrales charbon 40% des et puis les habitations en centrales Nouvelle-Aquitaine nucléaires. sont classées en dessous du chiffre E, enfin de la lettre E, excusez-moi. C'est ça, les On chiffres. a 14% d'habitats précaires dans notre région. C'est ça. Et il y a des projets, il y a des dispositifs Nouvelle-Aquitaine qui permettent justement... C'est pas le sujet ce soir, mais il y a un certain nombre de dispositifs. Puisqu'on parle je crois que le débat, c'est l'éolien. de l'économie À d'énergie. propos d'éolien, j'ai une question pour M. Vignon. Les parcs éoliens au large coûtent trop cher en maintenant. C'est un faux espoir. Il faut être plus réaliste. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Que c'est pas faux, que ça coûte plus cher d'aller mettre des éoliennes en mer que sur terre, que c'est un vrai enjeu, mais j'ai un peu peur de parler d'argent maintenant parce que, mais c'est une réalité que l'éolien offshore, tel qu'on l'appelle, coûte un peu plus cher que le terrestre. Pour autant,
c'est des projets qui vont avoir une dimension suffisante pour faire baisser les coûts. Et on Ça le veut voit. dire qu'on parle d'une 60aine d'éoliennes, par exemple On parle de par plusieurs centaines de mégawatts par parc, donc oui, c'est ça, plusieurs dizaines d'éoliennes, entre 60 et 100 éoliennes, ça dépend des zones. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire baisser grandement le coût de production de ces centrales-là. Nos voisins européens y arrivent. Ils arrivent à faire de l'éolien en mer qui coûte moins cher que le nucléaire. On y arrivera aussi en France. Et j'en profite pour glisser ce chiffre. La France se classe 4e en Europe, derrière l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne pour ce qui concerne l'éolien. Et bien sûr, au plan mondial, on est bien loin derrière la Chine et les États-Unis. Et cette région Nouvelle-Aquitaine qui fait 12,5% du territoire français n'a que 6% d'éolien. Merci à tous. Par rapport aux autres. On est très en retard par rapport aux autres. Allez, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à François Bombard qui m'a fait profiter de ses lumières sur ce sujet. Prochain rendez-vous de Disputandum mercredi soir prochain. Même heure, mais depuis Bordeaux, Pascal Cagnato vous propose un débat autour de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.